pour cette soirée de lancement, cette émission pour lancer les élections régionales en Île-de-France, élections qui auront lieu les 13 et 20 juin 2021. Alors, je suis Julie Garnier, candidate sur la liste menée par Clémentine Autain, et ce soir, je serai avec vous pour animer cette émission. Alors, nous serons retransmis là, en direct, sur Facebook, Twitter, YouTube, et vous pouvez d'ores et déjà commenter et poser vos questions. Nous aurons un temps d'échange en fin d'émission. Ce soir, pendant 1h30, nous aurons plusieurs invités, et parmi eux, des candidats et des personnalités. Tout d'abord, Céline Malézé, qui est chef de file du Parti communiste français, conseillère régionale et enseignante, mais également Christophe Prudhomme, médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis, engagé pour la défense du service public de la santé. Aussi, il y aura Charlotte Blandiot-Farid, maire de Mitry-Mory, bien engagée contre, on le connaît, contre le Charles de Gaulle Express et pour la défense des transports du quotidien. Paul Vanier, aussi, enseignant, impliqué dans la bataille emblématique du triangle de Gonesse. Bref, il y aura également d'autres candidats qui seront parmi nous et des personnalités avec Ariane Ascaride et Christian Benedetti qui nous accueillent ici dans son studio, le Théâtre Studio à Alfortville. Et nous aurons également la présence et l'honneur de recevoir Laurence Decoq, essayiste et historienne. Il y a également d'autres candidats qui s'exprimeront, mais sans plus tarder, je voulais déjà vous présenter l'affiche de campagne, la première affiche de campagne qui sera ici présentée. Et pour en parler, j'ai l'honneur de vous présenter notre tête de liste, notre porte-parole, celle qui va prendre la présidence de la région Île-de-France, Clémentine Autain. Merci Julie, c'est très étrange d'être dans une salle vide. Je remercie Christian Benedetti de nous accueillir dans un théâtre qui est un symbole pour moi fondamental de la culture parce qu'au fond, malheureusement, les projets politiques aujourd'hui parlent peu de la place de la culture et du besoin très important dans une période de crise sanitaire, de difficultés sociales, d'angoisse, de difficultés aussi à se projeter dans l'avenir. Ne pas avoir cette possibilité de partage du sensible, de partage des émotions, de partage des imaginaires me paraît dramatique. Et donc, c'est pour moi très important, même s'il est vide aujourd'hui, d'être ici. Parce que ce dont il est question pour cette élection régionale, et c'est le pourquoi de ce slogan que nous avons choisi, c'est de pouvoir vivre. Tout simplement de pouvoir vivre en Île-de-France, dans une région où, pour commencer, nombre peut-être de celles et ceux qui nous regardent et de celles et ceux qui vivent cette région comprennent bien de ce dont je veux parler, c'est qu'il s'agit de vivre d'abord et non de survivre. Je dis et non de survivre parce que nous sommes dans une région particulière, elle est à la fois très riche de son histoire, riche de son dynamisme, riche de beaucoup de choses qui font d'ailleurs qu'on a envie d'y vivre. Et dans le même temps, elle est profondément inégalitaire, elle est même la région la plus inégalitaire de France, avec moi un chiffre qui m'a marqué en 2019, la première préoccupation des Franciliens, c'est la pauvreté, c'est-à-dire la peur justement de sombrer dans la précarisation et dans la pauvreté accrue. Et on a vu cette année des images assez bouleversantes de files d'attente interminables, d'étudiants obligés d'aller tout simplement prendre de l'aide alimentaire parce qu'incapables de joindre les deux bouts dans la situation sociale que nous connaissons, bouleversés aussi par de nombreuses mobilisations sociales parce que à Roissy, je pense à Roissy parce que je suis élue juste en dessous à Sevran, Villepinte et Tremblay, donc j'ai en mémoire vraiment ces voix de syndicalistes qui nous racontent que toute la journée, quand on appelle, ils reçoivent les gens et les gens pleurent, beaucoup de femmes en famille monoparentale et d'autres, parce qu'ils ont perdu leur emploi ou parce qu'il y a la peur de la perte de l'emploi. C'est vrai dans beaucoup de secteurs et de nouveaux publics risquent de basculer dans la pauvreté. Mais ce qui frappe en Île-de-France, c'est que depuis le début des années 2000, il y a une sorte de fracture de plus en plus grande, comme s'il y avait un séparatisme territorial qui était à l'œuvre, puisqu'on voit d'un côté la gentrification et de l'autre côté la précarisation croissante. Et ça, c'est le fruit d'une politique, celle qui est menée par Valérie Pécresse et qui favorise Auteuil, Neuilly, Versailles et qui se retrouve concrètement dans cette organisation territoriale, et ça ne date pas malheureusement de Valérie Pécresse, mais ça grandit, qui fait que d'un côté, on a la défense, des pôles
d'activité, des pôles d'affaires, et de l'autre, ce qu'on appelle des cités-dortoirs, c'est-à-dire des lieux dans lesquels il n'y a plus suffisamment de services publics, d'entreprises pour travailler, de richesses aussi diverses et variées qui se concentrent au cœur de l'agglomération. Et donc, c'est contre ces inégalités sociales et territoriales qu'il me semble que nous devons aujourd'hui nous battre, de telle sorte qu'on ne survive plus, mais qu'on puisse vivre d'abord en Île-de-France. Et c'est pourquoi nous avons proposé, pour commencer, un choc de solidarité. Et ce choc de solidarité, il doit intervenir dès le mois de juillet, parce que dès juillet, il faut des mesures fortes pour venir en aide à celles et ceux qui souffrent dans notre région et pour commencer à partager les richesses pour faire vivre notre territoire de façon digne pour chacune et chacun d'entre nous. Je dis ça parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on est dans une région où le cœur de la région, Paris, le mètre carré aujourd'hui est à 10 500 €. Et il faut quand même se rendre compte de ça, c'est que quand on voit ces prix qui deviennent des prix complètement délirants, on se demande parfois comment il est possible que le cœur de la région soit à ce point quelque part fermé au monde populaire. Donc il faut agir par ce choc de solidarité. Quelques premières mesures concrètes qui seront développées tout à l'heure par d'autres, mais je veux en dire quelques-unes. Déjà sur l'aide alimentaire, nous sommes engagés à porter à 50 millions € l'aide alimentaire, ce qui signifie le multiplier par 10. En même temps, quand on voit, il est aujourd'hui, sous Valérie Pécresse, à 0,0002% du budget, je pense qu'on peut vraiment faire mieux. Nous avons également proposé de rendre immédiatement gratuit la cantine pour les premières tranches du quotient familial. Nous avons également dit qu'avec nous, dès le démarrage, nous arrêterions de donner des aides aux villes qui ne respectent pas la loi SRU, c'est-à-dire qui refuse de construire du logement social, et on sait très bien quelles villes ça concerne, ce sont en général plutôt des villes de l'Ouest que des villes de l'Est, et que nous arrêterions également ces aides aux entreprises qui font des profits faramineux et qui licencient dans la période qui est la nôtre. Je pense en particulier, exemple qui me vient en tête, à Total, qui a récemment touché une aide de la région de 132 000 €. Et vous avez vu que la présidente de région est totalement silencieuse à l'égard des salariés de la raffinerie, seule raffinerie d'Île-de-France, à Grandpuits, qui est menacée de fermeture par Total, un choix qui est aberrant sur le plan écologique et très dangereux pour les 700 salariés concernés, mais aussi pour le territoire de Provins qui peut se trouver en grande difficulté. Donc voilà, le choc de solidarité, ce sont des mesures immédiates pour immédiatement venir en aide à cette population qui est en souffrance avec les crises sociales et les crises sanitaires que nous traversons, mais aussi par le fait des politiques inégalitaires qui ont été menées depuis trop longtemps. Et au fond, quand je pense à vivre et non survivre, j'ai en tête une phrase j'ai fait avec la Croix-Rouge une maraude et on s'est arrêté un soir devant l'hôpital Robert Ballanger. Et il y avait là un homme qui venait de s'installer depuis quelques jours. On essayait de lui venir en aide et il a eu ces mots qui m'ont énormément marqué. Il a dit non, c'est pas la peine de venir nous parler. Ils ne peuvent rien pour moi. Ils ne peuvent rien pour moi. Arrêtez de me faire rêver et arrêtez de rêver vous-même. Et il a dit, ils n'en ont pas les moyens. Ils ne peuvent rien pour moi et ils n'en ont pas les moyens. Et ça m'a énormément frappée parce que je me suis dit, voilà ce que croit cet homme, c'est qu'au fond, la politique, les institutions sont impuissantes à l'égard du sort de cet homme qui s'est retrouvé à la rue. Je veux rappeler que la région est à la tête d'un budget de 5 milliards d'euros. La région ne peut pas tout, mais la région d'Île-de-France peut réorienter sa politique pour venir en aide, non pas des plus riches, mais de celles et ceux qui en ont le plus besoin. C'est en tout cas l'engagement que nous prenons aujourd'hui et dans cette campagne. Pouvoir vivre en Île-de-France, c'est beaucoup plus large que ça, et je pense que quand vous entendez les phrases, vous le comprenez tout de suite, parce que pouvoir vivre, ça s'adresse au fond à chacune et chacun des Franciliennes et des Franciliens qui connaît, tout le monde le connaît, le stress, le bruit, les pollutions, le manque d'espace vert, la difficulté de la vie francilienne qui fait qu'aujourd'hui, un Francilien sur deux rêve de quitter l'Île-de-France. C'est considérable et surtout, c'est un chiffre qui est en augmentation. Donc quelque chose ne tourne pas rond dans cette ville et donc il faut améliorer le cadre de vie pour tout le monde.
pour tout le monde. Et pouvoir vivre en Île-de-France, c'est avoir un cadre de vie qui fait qu'on respire, qu'on a de la joie de vivre, qu'on n'est pas stressé, qu'on n'est pas dans ce cadre qui est un cadre qui n'est pas favorable tout simplement à la vie, à l'échange au quotidien. Je pense en particulier au temps de la vie, qui est un sujet politique à mon avis très important, parce que le temps de la vie, c'est un enjeu qui nous concerne toutes et tous et sur lequel finalement on peut jouer avec les transports, le lieu des services publics où il se trouve pour gagner du temps et donc gagner de la vie. Et de ce point de vue, nous avons envisagé, et nous allons le mettre en œuvre par toute une série de mesures qui vont en partie vous être présentées ce soir, un changement de modèle de développement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons fait le choc de solidarité, nous voulons dans le même temps enclencher une bifurcation sociale et écologiste. C'est ça l'enjeu majeur de la mandature qui s'ouvre, c'est d'être capable de passer dans une nouvelle ère pour la région Île-de-France. Et je veux l'incarner ce soir à travers une mesure simplement, qui est une proposition que nous faisons de lancer des bons d'achat solidaires et écologistes franciliens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu sur le modèle des chèques déjeuner. Ça veut dire qu'on veut soutenir l'activité locale, les commerces de proximité, l'artisanat, qu'on veut épauler l'économie sociale et solidaire, que nous voulons également favoriser les circuits courts en mettant cet argent en circulation. Et c'est l'idée que vous avez un chèque abondé par la région à hauteur de 20%, vous mettez 50, 70, 100 euros, la région met 20% de plus, mais ce qui concerne en fait des secteurs qui répondent aux besoins véritables de la population. C'est une manière aussi de nous rendre, nous consommateurs, acteurs de ce que l'on consomme davantage et d'arrêter que ce soit les grands groupes, les firmes qui au fond décident ce que l'on produit et ce que l'on consomme. Et de ce point de vue, il me semble qu'on pourrait ouvrir un grand débat véritable en Île-de-France et comment y répondre. Pouvoir vivre, je l'ai dit un peu au début, mais j'y insiste, pouvoir vivre, vous l'aurez compris, c'est aussi se donner les moyens de pouvoir partager du sensible, partager des savoirs, partager de la culture. Et pour moi, c'est fondamental. Et c'est fondamental parce que c'est un choix de société. Aujourd'hui, Valérie Pécresse a orienté la politique régionale autour d'un triptyque qui est compétitivité, attractivité, concurrence. Ce que nous voulons faire est l'antithèse. Nous voulons que la région soit orientée vers la solidarité, l'égalité, la justice, l'entraide, la coopération. À partir du moment où on change de vision, toutes les politiques publiques de la région s'en trouvent modifiées. Et c'est ce que nous allons développer ce soir avec toutes celles et ceux qui sont là, nombreux, pour le projet, notre conviction, pour pouvoir emmener la région sur un autre chemin, sur une autre voie qui soit celle de la justice, celle, je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas celle de la transition écologique et sociale. Et pour cela, je terminerai là-dessus, nous avons une méthode, parce que la méthode est très importante pour réussir à gagner dans cette élection qui va se dérouler dans des conditions très particulières. Le fait même d'être ce soir en visio est un peu particulière. La campagne va être particulière, la situation générale est particulière et elle nous oblige d'une certaine manière. Elle nous oblige et je crois qu'il y a chez les citoyennes et les citoyens une très grande attente de quelque chose de nouveau qui émerge et qui puisse redonner de l'espoir dans un changement véritable. Nous avons pour méthode le rassemblement. Et je suis très de personnalité, du mouvement social, du monde intellectuel et culturel. Et il me semble que ce triptyque, déjà, pour démarrer, parce qu'il faudra rassembler plus encore, et notamment au deuxième tour pour l'emporter, je redis, je l'ai déjà dit, mais je suis pour l'instant la seule à m'être engagée de façon extrêmement claire pour dire qu'au second tour, il faudra rassembler les listes de gauche et écologistes pour réussir à l'emporter face à Valérie Pécresse. Et j'aimerais que chaque candidat des gauches et des écologistes s'engagent de la même manière pour pouvoir vivre en Île-de-France. Voilà notre engagement. Et ce soir, c'est une première de voir des visages divers, variés, dynamiques, pleines de vitalité pour enclencher cette campagne que je veux que nous fassions toutes et tous ensemble parce que s'il n'y a pas d'engagement citoyen dans cette affaire, alors nous ne pourrons pas être portés aussi haut que nous le voudrions. Donc nous aurons aussi ce soir des propositions de méthode pour que chacune et chacun qui veut participer. Merci Clémentine. Je t'en prie Céline, continue sur cette belle dynamique.
Merci beaucoup, merci Clémentine. Chers amis, chers internautes, chers camarades, l'Île-de-France, comme vient de le dire Clémentine, est l'une des régions les plus riches d'Europe. Et pourtant, au cours de ces 5 dernières années, d'une politique menée par Valérie Pécresse au service exclusif de ses amis. Notre région a aussi payé et paye toujours un lourd tribut à la pandémie. Celles et ceux qui font vivre les services publics, en premier lieu ceux de la santé, de l'éducation, se sont dépensés, eux, quoi qu'il en coûte. Les plus précaires, les plus fragiles d'entre nous est la présidente du temps perdu. C'est comme ça que nous la qualifions dans l'opposition que nous lui portons. Elle n'aime pas. Mais c'est vraiment la présidente du temps perdu. Du temps perdu pour nos enfants et pour aussi les personnels dans les lycées. La distribution d'ordinateurs qu'elle a orchestrée n'a pas caché le désengagement régional finalement pour construire, rénover des lycées. Elle a aussi recouru à des partenariats publics-privés qui n'ont pas accéléré la sortie de terre de nouveaux lycées, mais qui ont bel et bien endetté les franciliens et constitué aussi un vrai magot pour les majors du BTP. Main dans la main aussi avec le gouvernement, la droite régionale a démantelé le service public d'éducation durant ces 5 années. Du temps perdu aussi par réalisation du train privé qui souhaiterait desservir l'aéroport pour les riches touristes au transport du quotidien. C'est plutôt la révolte légitime des usagers qui grondent et qui grondent de plus en plus fort. Du temps perdu aussi pour les plus de 700 000 aujourd'hui demandeurs de logement social, avec un budget pour le logement social qui a été divisé par 3. Un refus aussi de subventionner les communes qui construisent du logement très social et eux respectent la loi SRU. Jamais aujourd'hui, le nombre de conventionnements pour le logement social dans notre région n'a été aussi bas, alors que la crise va plonger des dizaines de milliers de franciliens dans la précarité. Du temps perdu aussi pour la lutte contre le réchauffement climatique, alors que l'heure tourne. De la suppression de la gratuité des transports en commun lors des pics de pollution, parce qu'il ne faut rien oublier dans son bilan. Au refus de lutter réellement contre l'artificialisation des bilans environnementaux de la droite régionale. Alors que notre maison brûle, la communication et le laisser-faire libéral, en guise d'aménagement du territoire, doit cesser. Du temps perdu aussi pour les habitants des quartiers populaires, où vit un francilien sur 10, et pour lequel le soutien régional a été divisé par 4 en 5 ans. Dans le Val-de-Marne, où nous nous trouvons aujourd'hui, la subvention régionale par habitant est passée en 2015 de 17 € par habitant chaque année à aujourd'hui 4,50 €. Du temps perdu aussi pour l'emploi. Des millions d'euros d'argent public ont été dilapidés en faveur des multinationales, sans aucune contrepartie, ni en termes de création d'emplois, ni sociale, ni environnementale, alors que dans le même temps, le soutien régional aux TPE, aux PME a été réduit d'un tiers par la droite régionale et que le soutien à l'ESS a été réduit à peau de chagrin. En 5 ans, rien n'a été fait pour le maintien des emplois d'aujourd'hui et rien n'a été fait non plus pour former aux emplois utiles de demain. Du temps perdu aussi pour les droits des femmes et pour la lutte contre les discriminations, avec comme aiguillon des élus de la Manif pour tous qui sont membres de la majorité régionale et qui ont veillé à ce que la région finance des associations anti-VG et homophobes. En 2019, ça aussi c'est du temps perdu, en 2019, à la veille de la crise sanitaire, la droite régionale a préféré rembourser de manière anticipée 100 millions d'euros aux banques, plutôt que de les investir comme nous l'avions proposé pour construire 2 nouveaux lycées. À la tête de la région, Pécresse a transformé l'Île-de-France en un laboratoire libéral, autoritaire, a multiplié les petits arrangements avec les lois de la République et a flirté allègrement avec la xénophobie en stigmatisant une partie de nos concitoyens. C'est à cela qu'il va falloir mettre fin en juin 2021. En 2021, il va falloir tourner et fortement la page Pécresse. Les décisions prises à la tête de la région, et je crois que Clémentine le montre bien, déterminent une large part de nos vies. Moi, j'ai l'habitude de dire 50% des vies des franciliens sont déterminées par ce qui se passe à la tête de la région. C'est donc cela dont il va falloir convaincre de l'importance de ce scrutin dans notre quotidien alors que la pandémie et la peur du lendemain vont occuper les esprits. Il va aussi falloir convaincre que la région peut être un bouclier contre les crises si elle agit pour l'intérêt général, si elle agit pour la solidarité entre les habitants et si elle agit pour l'égalité entre les territoires. Il va falloir aussi convaincre que le chemin pour la justice sociale et la bifurcation écologique passe par un changement de majorité politique. Il va aussi falloir convaincre que seules des propositions de rupture avec le monde d'avant peuvent recréer l'espoir et changer les vies. Les militants communistes m'ont désigné comme leur chef de file.
Et nous portons cette ambition politique. Ensemble avec Clémentine Autain et la France Insoumise, c'est ce que nous proposons de construire avec tous les franciliens et les franciliennes qui sont engagés dans les mobilisations pour l'emploi, pour l'environnement, pour la défense et l'extension des services publics locaux, mais aussi nationaux, et avec toutes celles et tous ceux qui veulent dessiner un nouveau visage pour notre région. Nous voulons ensemble écrire une nouvelle page pour notre région et ainsi faire gagner la gauche. Nous partons de beaucoup. Nous sommes forts. Des propositions construites par les conseillers régionaux communistes du groupe Front de Gauche, que je préside depuis 2015 et avec lesquels j'ai siégé avec Clémentine pendant 2 ans. Nous sommes forts aussi des politiques municipales et départementales qui sont mises en œuvre dans le Val-de-Marne et aussi dans de nombreuses municipalités, notamment communistes en Île-de-France. Nous sommes forts aussi de la force militante et programmatique de nos partis respectifs. Nous sommes forts aussi des propositions des syndicalistes, notamment de l'éducation, des syndicalistes des transports, de la formation, des syndicalistes étudiants, des syndicalistes de la santé. Nous sommes forts aussi des propositions des personnes engagées pour faire vivre le droit à la culture et au sport, des militants aussi associatifs, environnementaux et locaux qui portent des propositions pour notre région. C'est cette force, cette inspiration citoyenne, ces aspirations populaires que nous voulons mettre au service des franciliennes et des franciliens pour changer la vie. Pour se loger, je vais dire des choses qui paraissent basiques, mais qui, après 5 ans de droite régionale, sont nécessaires. Il va falloir construire des logements sociaux. Des logements sociaux en nombre, des logements sociaux de qualité, des logements sociaux partout et surtout dans les communes carencées. Pour étudier, il va falloir construire 3 lycées par an. C'est ça le défi. Rénover ce qu'ils nécessitent, adapter les lycées aux défis climatiques et sanitaires, construire aussi des micro-lycées dans chaque département pour les élèves décrocheurs. Pour se déplacer, il va falloir des métros et des RER rénovés, investir dans la modernisation du réseau existant, le prolonger aussi ce réseau en tenant le calendrier et le financement du Grand Paris Express. Il va falloir aussi avancer vers la gratuité des transports, notamment en commençant par les moins de 25 ans qui en ont besoin immédiatement, mais aussi par tous les bénéficiaires des minima sociaux. Il va falloir développer aussi un réseau cyclable dans toute la région et protégé. Il va falloir aussi, pour se soigner, installer des centres de santé dans tous les territoires ruraux et populaires où il en manque, que la région y emploie des professionnels de santé dans ces centres. Augmenter aussi le nombre de places pour les formations sanitaires et sociales. Adopter un moratoire contre la disparition des lits dans les hôpitaux. Il va falloir aussi réorienter l'argent pour le maintien de l'emploi et investir pour les formations et les emplois nécessaires à la transition écologique, comme la rénovation thermique des bâtiments ou la bifurcation vers une agriculture durable. Cela est une région stratège, puisque c'est un mot que la droite régionale utilise souvent. C'est être au service des habitants pour que chacun puisse y vivre, y travailler, y étudier, se loger, avoir des loisirs. C'est cette alternative que nous voulons et que nous allons porter pour faire gagner la gauche. Il nous reste un peu plus de 4 mois pour convaincre et créer l'espoir en avant. Merci Céline. On continue avec Christophe. Tu vas nous parler d'urgence sociale et sanitaire. Oui, moi je suis très content d'être là ce soir parce que, en tant qu'acteur du mouvement social, il est clair que nous avons besoin de perspectives politiques. Parce qu'on ne peut pas tout régler en défilant, en se mettant en grève, surtout quand on se met en grève dans notre secteur à l'hôpital. On travaille et on manifeste sur notre temps de repos. Et donc on a besoin que les choses changent, justement pour pouvoir vivre, pour pouvoir mieux vivre au travail et surtout pour que nos patients puissent mieux vivre dans cette grande région. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à des problèmes majeurs et la région a un rôle à jouer. Alors on dit non, la santé, c'est pas la région. Bah si, parce que la santé a 3 composantes. Il y a ce qu'on privilégie aujourd'hui parce que on a une médecine qui est trop technique. Donc on pense qu'au physique. Mais la bonne santé, c'est aussi le psychologique et le social. Et donc les questions d'environnement, de savoir où on vit, comment on se déplace, comment on étudie, ça participe au bon état de santé de la population. Et nous, à l'hôpital, si on est là que pour réparer, c'est assez désespérant. Donc on a besoin d'une autre politique pour que les gens puissent mieux vivre dans cette région. Et donc, il y a un problème d'aménagement du territoire majeur, c'est où sont les hôpitaux? Est-ce qu'on continue la politique de concentration, de fermeture des hôpitaux de proximité et de concentration de l'offre de soins dans des très grandes structures
comme on a vu à l'hôpital Georges Pompidou, on nous prévoit un hôpital à Saint-Ouen, l'hôpital Nord, mais qui va se traduire par la fermeture de 2 autres hôpitaux. C'est la même chose dans le sud avec l'hôpital de Saclay. Et donc, la région a un rôle à jouer parce que c'est de l'aménagement du territoire. Si on concentre tous les moyens dans les zones dites privilégiées, choisies par les gens qui ne pensent qu'à la performance et qui oublient effectivement de s'intéresser à savoir comment les gens vivent, on a besoin de proximité. C'est y compris une mesure écologique, hein, de concentrer tous les moyens dans Paris intramuros, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, ça oblige à des déplacements, alors que la population augmente en périphérie et diminue dans Paris. Donc cette question d'aménagement du territoire, et pour un service public essentiel que sont les hôpitaux, c'est important, il faut que la région s'en préoccupe. Un autre élément important dans la politique de la région, c'est que vous savez, là, nos chers dirigeants, quand on leur réclame des ouvertures de lits, nous disent « Ah oui, on aimerait bien ouvrir des lits, mais on n'a pas d'infirmières, on n'a pas d'aide-soignants, on n'a pas de médecins. » Eh bien, une des missions de la région, c'est la formation. Et donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, on a déjà réclamé, nous, au cours du mouvement qu'on mène depuis maintenant 3 ans, qui a commencé dans les EHPAD, dans les hôpitaux, nous avons demandé à ce que la région intervienne pour qu'on puisse avoir des jeunes formés, disponibles, qu'on puisse embaucher dans nos hôpitaux, dans les centres de santé, dans les EHPAD, toutes les structures de soins. Eh bien, pour ça, on a une proposition, nous les syndicalistes, c'est de payer les étudiants pendant leurs études. Ça s'appelle des contrats. Vous êtes recruté dans une école, on vous paye pendant vos études, et ensuite, eh bien, c'est un contrat. Donc vous devez, en fonction de la durée de vos études, 2, 3 ou 5 ans à l'établissement qui a participé au financement de vos études. Mais la région peut intervenir en abondant le financement, justement, hein, et en régulant effectivement les places dans les établissements, puisque c'est sa responsabilité, la gestion des établissements, en particulier pour les professionnels de santé. Donc là, il y a un enjeu majeur. On ne peut pas simplement critiquer M. Véran quand on est aussi en responsabilité et qu'on a la responsabilité de ces écoles professionnelles. Or, rien n'a été fait depuis 1 an. Il faut 1 an pour former une aide-soignante. On en manque énormément aujourd'hui dans les EHPAD, à l'hôpital, dans le médico-social. Rien n'a été fait depuis 1 an. Donc voilà, donc moi je viens ici, pas pour simplement porter un discours, mais pour qu'on concrétise. Vous voyez, moi je suis un syndicaliste de base, hein. Je veux qu'on concrétise mes revendications, qu'elles aboutissent. Et a priori, pour moi, c'est ça la politique. Donc il faut qu'on avance là-dessus. Et je crois que si nous sommes porteurs d'espoir, en tout cas pour les gens qui luttent aujourd'hui, d'espoir de pouvoir gagner, de perspectives positives, eh bien, je pense qu'on peut créer un certain enthousiasme et faire que, eh bien, on ait un fort soutien à cette liste diverse qui est constituée et menée par Clémentine Autain. Enfin, c'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, je me positionne parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, vous savez, la santé, c'est pas une affaire de spécialistes. Vous avez vu que là, dans le débat, il y avait autant d'avis que de médecins. Il n'y a pas un avis médical. Eh bien, on va inverser la position de l'expert. Le meilleur expert pour exprimer ses besoins, c'est le patient pour la santé et c'est le citoyen pour ce dont il a besoin, pour les études de ses enfants, pour se déplacer, comme logement. Ben voilà, donc c'est moi une formule que j'aime bien, c'est rendre le pouvoir au peuple. Eh bien, nous, on peut être les intermédiaires pour rendre le pouvoir au peuple. Merci. Merci. Merci Christophe, merci. Alors on va continuer sur la deuxième partie avec ce qui nous manque quand même cruellement depuis maintenant plusieurs mois et ce que nous défendons, c'est-à-dire replacer l'humain au cœur des politiques publiques, en finir avec la compétitivité et le chacun pour soi. Notre projet, tout simplement, c'est faire place aux liens. Face au système d'exclusion, face à leur séparatisme social, nous voulons agir pour reconstruire une société de l'inclusion et de l'entraide. Alors on va commencer tout de suite avec 2 personnes que j'apprécie beaucoup. C'est Christian Benedetti et Ariane Ascarine
qui vont me rejoindre ici sur le plateau et qui vont nous parler à leur manière de culture. Alors Christian, Ariane, je vous en prie, venez nous rejoindre. Je vous laisse. Prenez les micros, les gels. Merci à vous. Bonsoir. Alors moi je suis là aujourd'hui, c'est un petit peu en fait, je ne sais pas si je vais être votre porte-parole en tant que public, mais pour demander aux politiques de se préoccuper de la culture. Parce que si vous voulez, moi j'ai un gros problème, enfin Clémentine le sait puisque j'en ai souvent parlé avec elle, enfin plusieurs fois. Je trouve que les politiques, ils nous ont laissé tomber. Nous les agents de la culture, nous les comédiens, les réalisateurs, les réalisatrices, les actrices, les gens qui ont des théâtres comme Christian. C'est-à-dire que votre préoccupation première n'est pas notre travail. C'est très important de se battre pour que les gens aient des maisons, c'est très important pour que les gens soient soignés, c'est très important que les enfants aillent à l'école, c'est fondamental. Mais c'est tout aussi fondamental de donner la possibilité à des gens de penser qu'ils ont le droit d'aller au théâtre, qu'ils ont le droit d'aller au musée, qu'ils ont le droit d'aller au cinéma et qu'il n'y a pas une culture qu'ils ne peuvent pas approcher. Parce que, si vous voulez quand même, il y a un truc assez rigolo, c'est que dans la culture reconnue française, c'est quand même une culture assez bourgeoise, quoi. Et puis, d'autre part, aller dans un théâtre, c'est quand même assez cher encore dans beaucoup de théâtres. Donc, moi, je pense que ça, c'est une question que j'ai envie de poser aux politiques. Quand est-ce que vous êtes allé pour la dernière fois au théâtre ? Moi, je me rappelle d'un monsieur qui était absolument génial, qui connaissait tous les acteurs français. Il s'appelait Jack Rallit. Si vous disiez Jack Rallit, tous les acteurs savaient qui c'était, parce que ce monsieur, il était tous les soirs au théâtre, il était député, il était maire, il a même été ministre. Mais il avait ce rapport à la culture, et il savait que, effectivement, la culture, c'est pour tout le monde. C'est un lien, même, entre tout le monde. Aller dans une salle de théâtre, c'est un partage. C'est voir des gens qui ont fait un certain travail et le partager avec eux, ressentir des émotions, ressentir peut-être des colères, ressentir des choses. Alors, je suis venue parce que, effectivement, je sais que Clémentine, ça, elle le comprend. Mais elle le comprend presque, je dirais, d'une manière capillaire. Parce qu'elle sait exactement ce que c'est. Et on a le devoir et le droit, quand on est une femme ou un homme politique, de se préoccuper de ça. Et de dire à tout le monde, mais vraiment tout le monde, vous avez le droit d'entrer dans un musée. Moi, j'ai encore du mal quand je rentre dans l'Opéra de Paris, parce que j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Or, c'est pour moi. Parce que je paie, avec mes impôts, pour que l'Opéra de Paris existe. Donc, c'est à tout le monde. Et c'est sur ce travail-là que je voudrais insister, que les politiques fassent. Parce que c'est important, effectivement, que la gauche puisse arriver un jour à gagner des élections. Ce serait vraiment épatant. En plus, si la gauche était unie, ce serait vraiment génial, quoi. Mais vraiment, vraiment génial. Donc voilà, je suis là pour vous dire ça. Et pour vous dire aussi qu'effectivement, il y a des tas d'acteurs, d'actrices, jeunes, moins jeunes, qui sont en train de crever. Voilà. Qui ont du mal à payer leur loyer, qui ont du mal à faire leurs courses, et qui ont du mal aussi à exister parce qu'ils ne peuvent plus entrer et faire dans un théâtre et faire juste leur travail. Il faut arrêter de croire que nous sommes juste des saltimbanques, que nous ne sommes pas comme les autres, que nous sommes des originaux. Non, on est comme tout le monde. On paye le loyer, on paye les factures, et bien souvent, en ce moment, on tire la langue et on va dans des banques alimentaires. Nous, on a de la chance avec Christian. C'est donc notre devoir de parler à la place de nos camarades. Mais ça veut dire aussi, si vous voulez, ça veut dire qu'il faut que vous, les politiques, vous vous rendiez compte qu'il faut nous accompagner pour que vous aidiez aussi les gens à se dire qu'on fait partie de la vie au même style que boire et manger. La culture, c'est pareil que boire et manger. Voilà, il y a un monsieur qui s'appelait Gérard Philippe. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent plus maintenant, si vous êtes très jeune. Il y a des gens qui le connaissent encore, qui était une star internationale et qui est le premier président du syndicat des acteurs et qui, un jour, a décidé, alors qu'il était une star,
d'aller jouer au théâtre avec un monsieur qui s'appelait Jean Villard. Et tout ça, ça jouait au Palais de Chaillot. Et quand le spectacle était fini, il y avait bal. Et les spectatrices, elles dansaient avec Gérard Philippe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était absolument génial pour elles. Et je dis ça parce que j'ai rencontré une dame qui a dansé avec lui le soir du réveillon du jour de l'an. Donc, ça veut dire qu'on est absolument comme tout le monde. C'est juste qu'on raconte des histoires, mais ce sont des histoires qui vous concernent. Donc, il faut qu'on vous donne la possibilité, dans les instances politiques, régionales, je ne sais pas, nationales, municipales, enfin, qu'on vous donne la possibilité de venir écouter nos histoires. Et pour ça, pour qu'on vous en donne véritablement la possibilité, il ne suffit pas seulement de faire un billet pas cher. Il suffit de réfléchir en tant que politique à l'importance de ce que c'est que la culture. Voilà, j'en aurais fini avec ça. Bon. Alors moi, je ne vais pas parler d'art et de culture. Parce que d'abord, j'en parle trop souvent. Je veux juste dire quelques textes pour montrer ce qui manque en fait en ce moment, ce qu'on ne peut plus venir entendre dans les théâtres. Alors le premier texte, c'est un texte de Pasolini. Pier Paolo Pasolini, pardon. Je savais avec Ariane, je savais. En plus, je l'ai choisi pour toi, ce texte. Et aujourd'hui, je vous dirais que non seulement il faut s'engager dans l'écriture, mais aussi dans la vie. Il faut résister dans le scandale et dans la colère, plus que jamais. Naïfs comme des bêtes à abattoir, troublés comme des victimes, justement. Il faut dire plus fort que jamais son mépris envers la bourgeoisie, hurler contre sa vulgarité, cracher sur l'irréalité qu'elle a choisie comme seule réalité, ne pas céder d'un acte ou d'un mot dans la haine totale contre elle, ses polices, ses magistratures, ses télévisions, ses journaux. Et puis, deux textes de celui qui est notre auteur associé ici depuis 23 ans, qui s'appelle Édouard Bond, qui est le plus grand dramaturge vivant à l'heure actuelle, qui est anglais, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça s'appelle La Brèche. Quand la brèche entre riches et pauvres s'élargit, les choses deviennent barbares. On construit des hôtels particuliers et des lotissements tombent en ruine, et on voit des mendiants dans les rues. La valeur du capital augmente et augmente aussi les statistiques des crimes. On construit plus de prisons. Et on apprend aux enfants à l'école à obéir comme s'ils étaient déjà en prison. Et tandis que la brèche entre riches et pauvres s'élargit et que les choses deviennent plus barbares, seul le barbare peut s'accommoder de la barbarie qu'il a créée. Et alors, l'idiot et le brutal sont mis au pouvoir. Nous n'avons pas besoin d'un passeport pour entrer en enfer. Nous y sommes déjà quand la brèche entre riches et pauvres s'élargit. Quand nous ne savons pas comment vivre, nous transformons nos cités en désolation. Puis nous nous tuons l'âme. Il y a aussi une phrase qu'il a dite qui m'accompagne toujours, qui dit « La démocratie, ce n'est pas les autres, c'est toi ». Et un dernier texte qui s'appelle « Au public ». C'est une adresse qu'il a faite il y a quelques années. Au public. Vous êtes assis et vous regardez la scène, vous avez le dos tourné. À quoi ? Le peloton d'exécution tire dans la nuque, des peuples entiers ont été pris à regarder du mauvais côté. Je veux vous rappeler ce que vous avez oublié de voir en venant ici. Vous rappeler d'écouter ce que vous étiez trop occupé pour entendre. Vous demander de croire ce que vous aviez honte d'admettre. Si ce que vous voyez sur scène déplaît, vous vous enfuyez, heureux public. N'y a-t-il aucune innocence enchaînée dans le monde vers lequel vous fuyez ? Aucun enfant affamé parce que votre monde est trop faible et les riches trop pauvres pour le nourrir ? Sur la scène, les acteurs parlent de la vie et imitent la mort. Vous devez résoudre leurs problèmes dans votre vie. Souvenez-vous qu'ils donnent à voir les morts à venir. Voilà. Et juste une réflexion rapide. Notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ce sont des fictions constituantes. Et à notre charge, il est à notre charge de donner cet objectif. Mais l'égalité est très souvent formatée sur le principe de l'identité. Et la question d'identité, eh bien, elle est destituante. Et
Édouard disait encore, toutes les révolutions sont inscrites au dos du calendrier, donc il faut espérer que le jour du scrutin, le calendrier, nous le retournions. Et tu sais, Ariane, il y a les instructions, il nous est demandé de ne plus nous embrasser. Et moi, je me demande qui nous dira de nous embrasser à nouveau. On se le dira soi-même. Ouais. Merci. Merci Christian, merci Ariane. Et tout de suite, on continue alors avec Laurence. Alors, je te retire ton masque et puis vas-y. C'est à toi, Laurence. Ça fonctionne, oui. Merci beaucoup. Je suis désolée, je vais devoir vous ramener à des réalités moins créatives et moins politiques. Quoi qu'il soit aussi question de cité en désolation ou de lycée en désolation, je vais vous parler d'éducation, je vais vous parler de l'état dans lequel Valérie Pécresse laisse le service public d'éducation et de ce que, de mon côté et du côté d'énormément de collègues, nous attendons d'une liste de gauche et d'actes concrets à l'échelle de la région. Alors, je pourrais vous prendre plein d'exemples, y compris ici dans le Val-de-Marne, au Kremlin-Bicêtre, un lycée, Darius Milhaud, qui voit son CDI inondé, dont les couloirs sont remplis de champignons, dont les locaux sont à la limite de l'insalubrité. Vous savez que l'un des rares leviers d'action de la région Île-de-France sur l'éducation, c'est la question des lycées. Je pourrais vous parler aussi du lycée Jacques Fédère, qui depuis 3 ans à Épinay-sur-Seine est en travaux. Depuis septembre, il y a eu plus de 3 courriers qui ont été faits directement à Valérie Pécresse, dont 2 d'ailleurs de la France Insoumise, du député de la France Insoumise, Éric Coquerel. 0 réponse, rien du tout. Le lycée s'affaisse, les lycéens travaillent dans des locaux et les enseignants travaillent dans des locaux préfabriqués. Et mardi dernier, une lycéenne a été blessée par une porte vitrée qui lui est tombée dessus. Elle est allée à l'hôpital, elle a passé la soirée à l'hôpital, elle va bien. Mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu dans quel état de délabrement, y compris donc architectural, matériel, la région nous laisse le tissu éducatif quand même, le lycée dont elle a la charge. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a rien fait. Valérie Pécresse adore parler des lycées. Tout à l'heure, Céline Malézé le disait. Elle a doté les lycéens en outils numériques. Il y aurait de quoi faire des running gags à répétition. Enfin, un running gag, c'est toujours à répétition. D'abord, donc, elle leur donne des tablettes. Alors déjà, on met à peu près 6 mois à réussir à installer des manuels numériques sur les tablettes. Et puis, au bout d'un moment, elle se rend compte que les tablettes, c'est pas génial. Donc, on les transforme par des ordinateurs portables. Donc, à nouveau, on reprend 6 mois pour mettre les manuels numériques sur les ordinateurs portables. Je vous jure que je n'exagère pas. C'est absolument calamiteux. Évidemment, tout ça, c'est de l'argent dépensé n'importe comment. Là aussi, et elle s'en est particulièrement vantée, sécurisée, parce que la sécurité, c'est quand même ça la priorité. Donc on a certains lycées ont des beaux portiques pour être bien sûr que tous les lycéens et les lycéennes soient contrôlés. Et pendant ce temps-là, ils et elles continuent à travailler, pour certains en tout cas, dans des conditions absolument lamentables. Est-ce que le contexte sanitaire récent aurait changé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un mot de soutien par rapport aux lycéennes, aux lycéens? Non. Est-ce qu'elle leur a affirmé sa confiance? Vous savez quand même que les jeunes sont mal en point aujourd'hui. On parle beaucoup des étudiants. Les lycéennes, lycéens vont pas très bien non plus, en tout cas pas tous. Non. Est-ce qu'elle s'est demandé si on pouvait éventuellement justement offrir des éléments culturels, de la nourriture culturelle, intellectuelle dans les lycées? Après tout, les lycées sont quand même des lieux de savoir, des lieux de transmission. Si on ferme les théâtres, ouvrons des lycées. On peut imaginer, on peut être un peu fou. Non, rien du tout. En revanche, à l'ouverture de ces fameux manuels numériques sur tablette ou ordinateur, vous aviez la bobine de Valérie Pécresse qui vous souhaitait une bonne année. Voilà. Donc, si on pouvait faire en sorte que à l'échelle de la région Île-de-France, certaines personnes puissent œuvrer pour aider, en tout cas, un véritable service public d'éducation. C'est vraiment le souhait, le vœu que je ferai. Le service public d'éducation aujourd'hui est complètement démantelé, de la maternelle à l'université, par la politique de Jean-Michel Blanquer. Il est déjà pas très très bien quand il est arrivé, mais alors là, c'est carrément catastrophique. On parlait des lycées, la réforme des lycées a mis les lycées en concurrence entre eux. Les élèves, le bac est complètement passé à la trappe. On imagine que la crise
crise sanitaire n'est devenue qu'un prétexte en réalité pour supprimer le bac. Alors tout ça, je sais bien que c'est pas des prérogatives de la région, mais peut-être que la région, quand même, à son échelle, pourrait faire quelque chose, au moins avoir une boussole, hein, on va dire une boussole de base, hein, lorsqu'on parle du service public d'éducation. Par exemple, l'égalité face au savoir, hein, l'égalité républicaine, comme on dit, face au savoir. C'est un peu pompeux, hein. Pendant longtemps, on a cru que c'était une formule vide, hein, et puis on s'aperçoit qu'en réalité, quand elle est démantelée, ça prend tout son sens. Alors ça veut dire aussi donner une égale dignité à l'ensemble des lycées, professionnels, agricoles, généraux, technologiques. Là-dessus, la région a un levier à activer. Ça veut dire aussi accompagner les lycéennes et les lycéens dans tout leur travail d'orientation. Je le disais, un peu de gens s'adressent directement aux lycéennes et aux lycéens. C'est bien de parler des lycées, c'est bien de parler des locaux, mais il faut aussi parler aux gens qui les peuplent et aux gens qui les font vivre. Donc adressez-vous à ces jeunes, adressez-vous aux lycéennes, aux lycéens, faites-leur des offres, prenez-les avec vous, activez des entreprises, punissez les entreprises qui refusent de prendre les jeunes en stage, et il y a une politique particulièrement volontariste. Et puis accompagnez-les aussi dans leur construction politique et citoyenne. Les lycéens sont des gens qui ont aussi un devoir politique, et je crois que c'est important de leur faire savoir, de leur faire croire aussi, enfin de leur faire comprendre plutôt qu'ils ont un rôle à jouer. Pouvoir vivre, c'est pouvoir grandir dans de bonnes conditions, et pouvoir grandir dans de bonnes conditions, c'est aussi pouvoir apprendre. Merci Laurence. Tout de suite, la parole à Aïssa Tassal, qui est une militante et qui va nous parler de l'accessibilité. Vas-y, je t'en prie. Alors, concernant l'accessibilité en Île-de-France, une des compétences de la région, il est important de nous, au niveau du programme et ce qu'on propose pour les franciliens, de permettre vraiment une accessibilité déjà au niveau du transport. Donc le transport, ça passe par les trajets banlieue-banlieue. On sait très bien que ce qui a été fait lors de la précédente mandature n'est pas assez suffisant dans le plan Grand Paris. C'est aussi rendre les transports accessibles quand on arrive dans une gare ou même pour rentrer dans la gare, quand on est en fauteuil roulant ou avec une poussette, les infrastructures ne sont pas adaptées et du coup ça éloigne énormément de personnes de l'accès au transport et de pouvoir se déplacer en Île-de-France. Aussi, la question de l'accessibilité des personnes handicapées au marché du travail, donc tout ce qui concerne l'insertion professionnelle et la formation, également une compétence clé de la région. Donc proposer vraiment de favoriser l'insertion professionnelle et aussi permettre une vie sociale aux personnes qui en ont le plus besoin. Lutter aussi contre tout ce qui est fracture numérique, ça permettrait aussi aux personnes d'accéder déjà au travail, surtout en ces temps de crise sanitaire où se rendre en entreprise ou sur son lieu de travail, c'est compliqué. Donc l'accès aux outils numériques est vraiment très important. Et aussi pour les étudiants, on le voit, on a parlé, Laurence en a parlé longuement de tout ce qui est accès aux tablettes et aux ordinateurs, mais c'est pas suffisant. On l'a vu pendant le premier confinement. Moi, j'ai fait du soutien scolaire avec des élèves qui étaient en primaire, qui avaient une tablette peut-être pour 3 ou pour 5 pour faire les devoirs à distance. Déjà, essayer de les motiver en période de crise, ne pas pouvoir aller à l'école. Et en plus, s'ajoute à cela le problème d'accès à l'outil numérique. C'est vraiment au niveau de la région qu'on peut proposer et faire quelque chose pour l'ensemble des franciliens et leur permettre d'avoir vraiment une vie au quotidien favorisée. Merci. Tout de suite, vas-y, continue, Avika. Je t'en prie, étudiant. Ouais. Ok, super. Merci. Du coup, moi, je vais enchaîner sur la situation des étudiants aujourd'hui en France, qui était déjà compliquée, du coup, avant la crise sociale et sanitaire. Mais du coup, aujourd'hui, avec le Covid, etc., ça s'aggrave. C'est, comme je le disais, pas un phénomène nouveau. Avant la crise sanitaire, il y avait 20% d'étudiants qui vivaient sous le seuil de la pauvreté. Aujourd'hui, selon un sondage Ipsos réalisé en octobre dernier, 74% des étudiants estiment rencontrer des difficultés financières.
la suppression d'emplois dans les secteurs du commerce et du tourisme à cause de la crise sanitaire plonge des milliers d'étudiants dans la pauvreté. Il n'y a qu'à voir les files d'attente pour les aides alimentaires qui ont doublé, parfois triplé depuis le début de la crise. Pour les femmes, c'est 1/3 des étudiantes qui sont victimes de précarité menstruelle. Selon une étude de la FAGE parue en début de semaine, elles sont nombreuses à hésiter entre s'acheter un paquet de pâtes ou des serviettes hygiéniques. Depuis le début de l'année, nous suivons les cours à distance. On est isolés les uns des autres, ce qui fait vraiment craindre un décrochage massif chez les étudiants à cause de la détresse psychologique liée à un manque de perspective pour l'avenir. La crise en 2008, ça a été compliqué pour nous. On était jeunes. On a grandi un peu dans l'idée que on était en pleine crise économique, du coup que ça allait être compliqué pour nous après nos études, qu'on allait subir du chômage. Aujourd'hui, il y a une autre crise économique qui se rajoute par-dessus. Du coup, c'est un peu difficile pour nous de concevoir l'avenir. Et du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui savent pas quoi faire. Il y a vraiment un manque de perspective pour l'avenir. Pourtant, on sait que la précarité, en fait, c'est pas une fatalité. Fin janvier, on était des milliers d'étudiants dans les rues de Paris et ailleurs en France pour dénoncer en fait cette situation et interpeller Frédérique Vidal sur nos conditions d'enseignement et nos conditions matérielles. On sait qu'il y a de l'argent en fait parce que la fortune des milliardaires, elle a atteint des sommes inédites à travers le monde. On sait qu'il y a des solutions qui existent, notamment à l'échelle régionale. Le rapport parlementaire de Marie-Georges Buffet, qui fait un constat alarmant sur la situation des étudiants, invite les collectivités territoriales à mettre en place des politiques publiques à l'égard des jeunes. Et la région, elle peut porter des projets ambitieux. Ces dernières années, nos conseillers régionaux, ils se sont battus pour la gratuité des transports pour les moins de 25 ans. La carte imaginaire, c'est quand même un budget, 350 € l'année. C'est très très cher. Les conseillers régionaux et conseillères régionales ont également défendu la mise en place de centres de santé universitaires dans chaque université. La santé, ça ne doit pas être une variable d'ajustement des dépenses pour les étudiants et les étudiantes. La crise du logement qui frappe l'Île-de-France n'épargne pas non plus les étudiants. Il doit y avoir de nouvelles résidences étudiantes qui doivent voir le jour. Et les anciennes, elles doivent être rénovées. Vraiment, il y a des étudiants l'année dernière pendant le confinement et d'ailleurs toujours aujourd'hui, vu qu'on est encore à distanciel, qui étaient isolés dans leur logement étudiant insalubre. Vraiment, des fois, c'est vraiment scandaleux. C'est pour ça aussi que les suicides étudiants, ils augmentent. Il y a aussi des tentatives de suicide et la plupart, elles sont dans les résidences étudiantes parce que les résidences étudiantes aujourd'hui, elles sont dans un état vraiment, parfois c'est vraiment lamentable. Mais bon, face à ça, Valérie Pécresse a d'autres priorités, le CDG Express par exemple. Du coup, c'est pour toutes ces raisons, pour nous, c'est nécessaire que la région la plus jeune de France, elle change de cap en fait. Il nous faut une majorité de gauche qui est combative et qui est en capacité de porter des projets ambitieux et défendre l'intérêt général. Moi, je compte sur nos futurs élus, notamment Clémentine et Céline, pour ça. Merci. Merci Abby. Et tout de suite, on continue alors avec une vidéo qui nous a été envoyée par Landry Ngong pour nous parler des quartiers populaires. Tous. Je suis Landry Ngong, le co-animateur du livret Quartier populaire pour la France insoumise. Je me tiens actuellement pas loin du lycée Feder à Épinay-sur-Seine, un lycée qui est toujours en travaux et qui oblige les lycéens à étudier dans de telles conditions. C'est extrêmement dangereux. La semaine dernière, une élève a été blessée par une porte vitrée qui est tombée sur elle, l'obligeant à aller à l'hôpital. C'est toujours dans nos quartiers, c'est toujours dans nos villes populaires que nous sommes obligés d'apprendre, voire de nous déplacer dans de telles conditions, à tel point qu'on se considère nous-mêmes comme des citoyens de deuxième, voire de troisième catégorie. Les transports en commun, parlons-en. La ligne D, la ligne B, le métro 13, ce sont des horreurs que nous sommes obligés de traverser au quotidien. C'est pour ça que je dis que nous sommes des citoyens de deuxième à troisième catégorie. Alors que dans nos quartiers populaires, il y a énormément de problèmes. Il y a beaucoup de chômage. Et la région a la capacité de fournir des formations, de fournir des emplois qui pourraient servir l'intérêt général, notamment en servant une transition écologique. Pour autant, ce n'est pas les choix qu'a décidé de faire Valérie Pécresse, la présidente de la région d'Île-de-France. Je soutiens
la candidature de Clémentine Autain, appuyée par nos camarades communistes, pour transformer la région, pour en faire une région sociale, une région écologique, une région qui sert les habitants. Vas-y Clémentine, je t'en prie. En quelques minutes de réagir à tout ce que je viens d'entendre, avec beaucoup d'émotion en réalité, aussi bien sur la place de la culture qui en effet, cher Ariane, me touche profondément et qui, je le redis, est trop absent, y compris du débat politique. C'est-à-dire qu'il faut que la culture redevienne un champ de bataille politique et moi je m'engage à ça auprès de vous et je trouve que c'est déjà le point de départ, repolitiser la culture pour comprendre que oui, c'est un lieu de confrontation parce qu'il y a plusieurs approches possibles, que la place qu'on décide de lui attribuer dans la société fait partie du débat politique. Et donc, je crois que dans cette campagne, on a la volonté de mettre sur le devant de la scène des enjeux culturels et de les populariser avec cette ambition qui est de dire que la culture est un outil fondamental, indispensable pour l'émancipation humaine. Donc ça, c'est le premier point. Sur les lycées, alors les lycées, c'est quand même une priorité régionale de fait, puisque c'est la région qui les gère. Donc il y a beaucoup à dire et à faire, beaucoup à ironiser, bien sûr, comme l'a fait Laurence, sur ces fameuses vidéos avec ces outils pas du tout adaptés, qui ont coûté une fortune, mais qui sans doute visent à rapporter gros pour Valérie Pécresse en termes de notoriété et d'être bien vus. Mais en fait, ça se retourne un peu contre elle, parce que ces ordinateurs sont visiblement mal adaptés et sont devenus un peu la risée de la région auprès des lycéennes et des lycéens comme des enseignants. Donc je pense qu'on peut faire mieux et que la question de la rénovation des établissements est très importante et il faut mettre les moyens, sérieusement. Mais je crois qu'on a une ambition là aussi plus grande pour les lycées. On en a parlé avec Laurence Decoq en particulier et avec d'autres. C'est cette idée de débunkériser aussi les établissements, les lycées, de faire en sorte qu'ils soient plus en lien avec les territoires. Quand Valérie Pécresse a une obsession, c'est des vidéosurveillance et des grillages partout qui enferment davantage. Donc bien sûr qu'il y a des enjeux de sécurité, je les entends, mais je pense que si on les prend uniquement du point de vue répressif et surveillance, non seulement on aboutit à pas grand-chose en réalité, et si on aboutit à une forme d'efficacité, c'est une efficacité qui m'inquiète. Donc pour avoir une société sécure et tranquille, il faut une société dans laquelle on protège, dans laquelle on se parle, dans laquelle il y a de la vie, en tout cas c'est ma conception, pour faire avancer la tranquillité et l'émancipation humaine. Quant à Landry, juste merci, et c'est comment dire, les quartiers populaires, vous allez en entendre parler jusqu'à juin, et j'espère qu'on va faire grandir toutes les voix dans cette campagne qui vont nous permettre de donner toutes les musiques possibles qui viennent de ces quartiers populaires qui sont une immense richesse pour la région et qu'on regarde toujours pour en parler comme étant uniquement des problèmes. Moi, je voudrais qu'on en parle aussi comme étant le début de la solution parce qu'il y a de la créativité, de l'énergie, de la colère très utile pour changer positivement notre région. Merci Clémentine. Et on va continuer ensemble donc avec un nouveau plateau, de nouveaux invités. Et on va parler des compétences de la région, et notamment de cette compétence qui est le développement économique. Alors pour nous, vous le savez, l'avenir de l'économie passe forcément par la transformation écologique. Et la région Île-de-France, elle a des moyens considérables pour ça. Elle peut planifier, elle peut mettre de l'argent, elle peut impulser, et elle peut faire un programme pour l'emploi, pour le logement, pour le transport, vu avec le prisme de la bifurcation écologique. Il nous faut une grande bifurcation écologique. Et pour ça, les salariés, les citoyens, ils sont déjà conscients, ils sont déjà motivés, ils sont déjà prêts. C'est une évidence. Mais c'est surtout, ils sont impatients de voir une équipe régionale qui pourra enfin agir sérieusement face à Valérie Pécresse, face à l'extrême droite, face aux macronistes qui refusent d'agir pour relever ce grand défi qui est le grand défi de notre humanité. Alors, je vous propose de commencer d'en discuter tout de suite avec la question des transports. Et pour cela, on va écouter Charlotte Blandiot-Farid et Vincent Gautron. À Clémentine Autain de son invitation ce soir pour me permettre d'apporter un témoignage, celui du choix qui va être donné aux Franciliens dans quelques mois, de faire le choix entre une région solidaire
et une région de ségrégation. Parce que la bataille que nous menons à Mitry-Mory depuis plusieurs années maintenant, c'est celle du RER B qui doit être modernisé, réhabilité, contre un transport de ségrégation qui est celui du CDG Express. CDG Express, c'est une ligne qui va relier l'aéroport, qui devrait, et je ne le souhaite pas, l'aéroport à la gare de Paris-Est, qui ne s'arrêtera nulle part, qui traversera nos territoires pour un ticket à 26 ou 29 euros, alors que je suis le témoin quotidien, en étant maire d'une ville de 20 000 habitants dans la Grande Couronne, de la galère quotidienne que vivent 1 million de passagers chaque jour, parce qu'ils voyagent sur une ligne qui est défaillante depuis des années. Des années, pas un seul jour sans un train en retard, un train annulé, un caténaire qui tombe, il fait froid, il fait chaud, ça ne marche pas. Ce que nous demandons, ce que nous attendons de la région demain, c'est non pas comme ce qu'a fait Valérie Pécresse ces 5 dernières années, c'est-à-dire accompagner ADP dans ce projet pharaonique à plus de 2 milliards d'euros, contre les transports du quotidien. Ce que nous attendons, c'est une région qui donne la priorité aux transports du quotidien, qui aille à l'amélioration de la ligne B du RER. Ça passe par des choses très concrètes, des travaux que nous connaissons, le doublement du tunnel du Châtelet, le bouclage à l'aéroport. Ça passe par le changement des wagons avec le scandale encore aujourd'hui sur la table des wagons qui ne devraient pas arriver à temps. Et pour autant, il a été question de la pandémie tout au long de cette soirée, c'est un des premiers chantiers qui a repris après le premier confinement, c'est celui du CDG Express, alors qu'on envoyait des travailleurs dans des voitures pleines. Donc cela doit suffire, cela doit cesser. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de se recentrer sur l'essentiel. La période nous le demande. Nous avons des riverains, des usagers qui ont besoin d'aller travailler dans de bonnes conditions, des étudiants qui ont besoin de se transporter de bonne manière, et ça passe par l'arrêt de ce CDG Express, mais la réorientation de tous les moyens sur les transports du quotidien, celui du Grand Paris Express, celui de la ligne B, de la ligne P, de la ligne K, qui sont des lignes essentielles au quotidien. Et d'ailleurs, c'est encore plus essentiel aujourd'hui que le T4 a été annulé, ce T4, ce grand aérogare supplémentaire sur Roissy-Charles de Gaulle. Alors je dis, il n'y a qu'une ligne qui puisse transporter les usagers, les salariés de l'aéroport. Eh bien, c'est la ligne B du RER. Modernisons-la et nous aurons du gagnant-gagnant. C'est ce que devra faire l'équipe de Clémentine Autain quand elle arrivera à la présidence, je l'espère, en juin prochain. Vas-y Vincent, je t'en prie. Donc, en effet, l'organisation des transports est l'une des compétences de la région qui touche le plus le quotidien des Franciliennes et des Franciliens, mais aussi celui de tous ceux et de toutes celles qui, pour des raisons professionnelles, de loisirs ou encore familiales, viennent en région Île-de-France. Et derrière cette question des transports, il y a aussi des enjeux de qualité de vie, mais aussi d'aménagement du territoire et de préservation de l'environnement. Sur cette thématique, il y a 2 conceptions qui s'opposent. La première, c'est la conception libérale. C'est celle qui est défendue par la majorité régionale sortante, avec le soutien du gouvernement. Et c'est celle, en fait, qui considère que le transport est un service marchand à offrir aux intérêts du privé. C'est pour promouvoir cette vision que Valérie Pécresse entend accélérer le calendrier de l'ouverture à la concurrence des réseaux existants, mais aussi futurs. Et ce qui se prépare, c'est non seulement la privatisation, mais aussi l'éclatement du réseau des transports publics en Île-de-France. Concrètement, demain, c'est près d'une centaine d'entreprises privées, soit autant que de contrats, pour exploiter les Transiliens, les lignes de bus, de métro, de tramway et de RER. Les usagers ont tout à y perdre, car cette conception tourne le dos aux exigences de qualité de service. La multiplication des sociétés d'exploitation, c'est moins d'intermodalité et de coordination entre les différents modes. C'est une réactivité moindre en cas d'incident pour mettre en place des dessertes de substitution. Et c'est surtout une sécurité des réseaux dégradée, car la course aux économies sur la maintenance et du matériel et des infrastructures se fera. Les salariés aussi ont tout à y perdre, car dans un secteur où 70% du coût de production est composé des salaires et des cotisations patronales, la logique de concurrence conduit inexorablement à dégrader l'emploi, les salaires et les conditions de travail pour être le moins-disant, et c'est gagner les appels d'offres. Donc c'est la place au dumping social. C'est en ce sens que Valérie Pécresse vient récemment de demander une augmentation du temps de conduite des machinistes receveurs, ceux qui conduisent les bus, et afin de dissuader toute velléité de la part des salariés, la direction de la RATP
prépare le terrain en réprimant l'action syndicale, telle que le vit actuellement Alex El-Gamal, militant syndical de la CGT, qui est sous le coup d'une procédure disciplinaire. D'ailleurs, à ce sujet, je ne peux que vous inviter à signer la pétition pour demander l'arrêt de cette discrimination injustifiée. Enfin, pour la collectivité, c'est aussi un immense gâchis de ressources publiques qui se prépare. Car la multiplication des opérateurs, c'est engendrer des surcoûts et perdre des compétences, ainsi que les avantages, les savoir-faire et les économies d'échelle permis par un exploitant unique et intégré. Face à cela, il y a une autre conception. C'est celle de considérer et de rendre effectif le droit qu'a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d'un handicap, de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité. Et c'est cette ambition que portent les candidates et les candidats de notre liste. Si l'on veut un service public de transport de qualité, efficace, sûr et optimisant la gestion de ressources, il faut imposer une gestion publique. Cela signifie confier l'exploitation du transport à des entreprises publiques, car elles sont complètement libérées de la rémunération du capital et des actionnaires, et donc peuvent être gérées avec comme pour seule ambition de répondre aux objectifs d'intérêt général et de répondre notamment aux aspirations de progrès sociaux environnementaux. Il faut aussi que les usagers aient davantage de pouvoir et donc leur laisser de la place, aussi bien au sein de l'autorité organisatrice des transports qu'à Île-de-France Mobilité, mais aussi chez les opérateurs. Enfin, nous l'avons vu au cours de cette pandémie, les salariés du transport font partie de ces premiers de corvée qui ont une part importante dans le fonctionnement de notre région. Il faut par conséquent que la norme sociale appliquée dans ce secteur soit tournée vers le progrès, avec des salaires et des conditions de travail et un statut harmonisé par le haut. Évidemment, pour réaliser tout cela, il faut avoir la volonté d'aller chercher les moyens financiers supplémentaires et indispensables au bon fonctionnement et à l'entretien et à l'extension de notre réseau, ce qui veut dire obligatoirement solliciter ceux qui bénéficient les premiers de ces structures de déplacement, les sociétés immobilières, les grandes entreprises, les zones d'activité, voilà. Tels sont les points forts que nous voulons porter pour les transports franciliens avec notre liste. Merci Vincent. Et avant de donner la parole à notre ami Philippe Juravert, donc de l'Espace des luttes de la France Insoumise, tout de suite une vidéo pour revenir sur les luttes sociales qui sont en ce moment en Île-de-France. On vous a promis une prime de 1 000 €. Et cette prime de 1 000 €, on ratiocine aujourd'hui, c'est-à-dire on fait en sorte que la majorité d'entre vous ne l'ait pas. Pendant ce temps-là, vous avez le patron qui a empoché, je crois, un bonus de 655 000 €, c'est ça? Et de l'argent qui coule à flot, notre argent à tous. Seulement 2% de la production de ce que nous mangeons en Île-de-France provient de l'Île-de-France. C'est un problème majeur pour nos cantines, pour notre alimentation en général. Alors on va le faire venir d'où en Île-de-France, le carburant, si ça ferme ici? On sait que si ça ferme ici, il y aura la moitié des carburants de France qui viendra d'importation. Alors on investit dans la transition énergétique et dans des alternatives à ce qui produit des gaz à effet de serre, etc. C'est ça la logique. La colère, il faut qu'on la transforme en espoir, et pour la transformer en espoir, c'est le nombre, c'est notre nombre. Et moi, j'ai confiance, je pense qu'il se passe quelque chose. C'est une cocotte minute aujourd'hui dans le pays. Valérie Pécresse, qui croit à la logique du marché, au bienfait de la mise en concurrence et de la privatisation, que cette voie est une voie qui détériore le service pour les usagers et qui détériore les conditions de travail des salariés. C'est le moment de le dire dans la rue et le moment aussi de créer une mobilisation politique d'ampleur pour mettre fin à l'ère Pécresse en Île-de-France. La question, c'est de savoir comment on arrive à conjuguer nos forces pour les faire plier et pour changer les règles du jeu. Merci. Alors, vas-y Philippe, je t'en prie. Philippe Juravert, donc, qui merci Julie, pour parler des luttes avec Julie, qui pourtant est souvent, m'accompagne souvent sur les espaces des luttes. Donc c'est un juste retour, je te remercie. Cette vidéo, elle me rappelle quelque chose que j'ai envie de dire ici, puisque je suis dans un théâtre. Un souvenir qui est très fort, qui est resté en moi, une aventure qui peut démontrer que les luttes, c'est pas quelque chose qui systématiquement est triste. Il peut aussi y avoir de la joie, et quelque chose qui peut être déclenché. Une aventure que j'ai vécue avec une amie que vous connaissez peut-être très bien, Hélène Duclos, origine Écosse.
Et je m'étais rendu à Castres pour une petite entreprise qui s'appelait Ware, qui fabriquait des outils à extraire, qui travaillait avec des industries minières. Et on devait se rendre dans un siège social qui se trouve en Écosse et essayer de mettre fin à un plan social. On va là-bas en Écosse et avec une petite crainte, avec 50 salariés, pour la plupart non syndiqués, et qui rentraient dans une aventure de lutte pour une première fois. Mais l'espace des luttes, on était là aussi pour les encadrer, les aider et voir un petit peu comment on allait pouvoir se battre en Écosse et se faire entendre. On arrive en Écosse devant le siège social et dans l'avion qui nous menait là-bas, on apprenait des chants, on leur donnait des slogans pour pouvoir animer un petit peu cette lutte. On arrive sur place devant ce siège et on commence un petit peu, comme ici dans le théâtre, à se mettre en scène. Et qu'est-ce qui se passe ? On commence à avoir un cordon de policiers qui arrive, un petit peu stupéfait de voir ces Frenchies se mettre en musique, mais dans la joie. Et puis des pompiers, tout un service qui se met à nous observer et à nous écouter. Et tout ce que nous faisions était traduit en écossais, donc par Hélène Duclos sur place. Ce phénomène de joie, il a été contagié déjà dans un premier temps par les pompiers, qui ont commencé à faire de la musique, à donner des coups de klaxon, pour essayer de nous accompagner dans nos revendications. Puis la police. Et d'un seul coup, le PDG qui était dans la tour s'est dépêché de recevoir une délégation pour mettre fin un petit peu à ça, donner un chèque qui augmentait un petit peu, c'était pas une grande victoire, mais un chèque social qui permettait, en tous les cas, de donner satisfaction, afin qu'on puisse repartir plus rapidement. Je vous dis pas la joie des salariés, et en l'occurrence, bon, je vous passe le passage de la soirée qu'on a pu passer, mais dès le lendemain matin, et ça c'était symptomatique dans l'avion, tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait, non pas simplement de tristesse, mais parce que tous ces gens qui étaient là dans une lutte se sont dit, mais bon sang, finalement c'est aussi ça la lutte, c'est pouvoir faire quelque chose de collectif, créer quelque chose et obtenir quelque chose. Voilà. Et donc par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas un hasard, hein, toute cette campagne de désindustrialisation qu'il y a eu juste avant le Covid, qui a fait qu'il y a eu toute cette cascade de PSE qui se sont suivis, eh bien, quand on est arrivé à ce stade du Covid, on a cru que ça allait mettre une fin à toute cette spirale, cette cascade commence à porter. Et cette transition écologique, cette planification dont on parle, elle commence à porter. Et juste un petit mot pour finir, quand j'ai entendu parler transport, évidemment, j'ai travaillé plus de 20 ans dans le RERB. Donc comptez sur moi pour pouvoir mener cette bataille à vos côtés et la mettre en musique. Comptez-moi, il va y avoir de la musique. Merci Philippe. Alors on continue avec William Martinet, qui est militant contre le mal logement. Alors moi je vais vous parler d'un sujet, le logement, qui est une préoccupation, je crois, majeure des Franciliennes et des Franciliens, à cause de la spéculation immobilière, à cause du prix des loyers qui est trop élevé. Dans notre région, le phénomène de mal logement est massif. Il y a en Île-de-France 1,2 million de personnes qui sont mal logées. C'est un chiffre de la Fondation Abbé Pierre. Et derrière ce chiffre, bien sûr, il y a des gens. Il y a des familles qui vivent dans un logement trop petit, suroccupé, peut-être avec des problèmes d'isolation, peut-être avec de l'humidité, parfois des logements insalubres. Mais le mal logement, c'est plus large que ça. Ça a aussi pour conséquence 700 000 demandeurs de logement social, dont certains attendent depuis des années, parfois plus de 10 ans, qu'on leur fasse une proposition de logement qui correspond à leurs besoins. Et donc, quand on attend un logement social qui n'arrive pas, ça veut dire qu'en attendant, on subit, par exemple, un loyer beaucoup trop élevé, avec des taux d'effort parfois de plus de 50%. Donc, ça veut dire qu'on a plus de la moitié de son revenu qui passe simplement dans le paiement du loyer. Avec le risque qu'un jour, ça dérape. Par exemple, en ce moment, avec la crise sanitaire, on perd son boulot, ou en tout cas son revenu diminue, et du coup, ça devient des impayés de loyer, et ça devient la spirale infernale de l'expulsion locative. Voilà. Donc une situation dramatique. Et nous, notre conviction, c'est que face au mal logement, la responsabilité de la région, c'est de soutenir, de financer la construction de logements sociaux. Parce qu'on pense que pour les employés, pour les ouvriers, pour les professions intermédiaires, accéder au logement social, c'est un très bon moyen de résorber le mal logement et de pouvoir être logé tout simplement à proximité de son lieu de travail. Mais le problème, c'est que quand on regarde le bilan de Valérie Pécresse sur cette question du logement social, il est absolument catastrophique. Elle a divisé par 3 le budget dédié au logement social depuis le début de son mandat. Ça veut dire que Valérie Pécresse est tout simplement la présidente de région anti-logement social. Voilà. Nous
nous pensons, je disais, l'inverse. Nous pensons qu'il faut changer de logique, réinvestir. Une de nos propositions, c'est d'investir sur l'ensemble du mandat 1 milliard d'euros pour le logement social, pour pouvoir en construire davantage et répondre aux besoins. Notre conviction aussi, c'est qu'il faut agir sur la question de la précarité énergétique. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais en Île-de-France, il y a dans le parc social, donc là je ne parle pas de marchands de sommeil ou je ne sais quoi, je parle du parc social, il y a 50 000 passoires thermiques. Ça veut dire qu'il y a des locataires HLM qui payent 2 000, parfois 3 000 euros par an de facture de chauffage parce qu'ils sont dans une passoire thermique. C'est une situation évidemment insupportable. Et Valérie Pécresse, qu'a-t-elle fait face à ça ? Elle a investi, tenez-vous bien, 2,5 millions depuis 2015. 2,5 millions d'euros à l'échelle du budget de la région Île-de-France, c'est absolument ridicule. Donc nous pensons que sur ce sujet-là, qui est un excellent sujet pour faire le lien entre la question sociale et la question écologique. On parle de réduire la facture d'énergie de ménages populaires et en même temps de réduire la consommation d'énergie. C'est un très bon moyen d'incarner le choc social qu'on appelle de nos voeux et d'engager la bifurcation écologique. Donc du coup, cet investissement dans la rénovation thermique, ce sera une de nos priorités. Et puis, dernier sujet sur lequel je pense qu'il est important qu'on agisse, c'est qu'il faut arrêter avec la complaisance qui existe envers les ghettos de riches. Parce que s'il y a un problème de mal logement, c'est parce qu'en Île-de-France, il y a aussi des communes qui refusent, par égoïsme social, de construire du logement pour les employés, pour les ouvriers, pour les professions intermédiaires dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il y a de la complaisance à l'égard de ces communes, qui sont des communes qui pourtant ne respectent pas la loi. Vous savez, il y a la loi SRU qui impose de construire un minimum de 25% de logement social. Il y a 50 communes en Île-de-France qui refusent d'appliquer cette loi. Et ces communes, généralement, c'est les amis politiques de Madame Pécresse. Elle les a soutenues aux dernières élections municipales. Elle a même une vice-présidente dans son exécutif qui est une maire d'une commune qu'on appelle Carencé qui refuse d'appliquer la loi SRU. Bon, mais nous, on dit, on arrête avec cette complaisance et au contraire, on est ferme. Et une de nos propositions, c'est de suspendre les subventions de la région Île-de-France à ces communes qui sont carencées, qui ne respectent pas la loi, parce qu'il n'y a pas de raison que la région Île-de-France, elle finance, elle subventionne le séparatisme social qu'organisent ces maires. Voilà. Donc, face à l'ampleur du problème de mal logement, on propose 1 milliard pour construire du logement, une priorité à la rénovation thermique parce que cette question écologique est importante et de la fermeté à l'égard des ghettos de riches. Je vous remercie. Merci William. Et puis on continue donc avec Paul Vanier qui va nous parler de cette lutte emblématique du triangle de Gonesse, toi qui t'y es rendu plusieurs fois. Oui, un autre combat francilien pour la préservation des terres agricoles et en particulier donc celle de ce triangle de Gonesse. Le triangle de Gonesse, c'est 300 hectares de terres agricoles dans l'est du Val d'Oise. Et puis vous connaissez peut-être ce territoire parce qu'il a été le lieu d'une lutte, d'une victoire emblématique sur EuropaCity, ce vaste complexe commercial de loisirs abandonné en 2019. Mais pourtant, ces terres agricoles sont aujourd'hui à nouveau menacées, cette fois par le projet de la construction d'une gare, d'une nouvelle gare, celle de la future ligne 17 du Grand Paris Express, que la Société du Grand Paris prévoit aujourd'hui de construire en plein champ, dans un endroit qui n'a qu'un usage agricole à cette heure. Alors face à ce nouveau coup de force, les collectifs qui depuis des années sont engagés pour la défense des terres agricoles ont décidé il y a une dizaine de jours d'engager une occupation pour empêcher le début des travaux et la construction de cette nouvelle gare. Parce qu'on le sait, si cette gare est construite, bien sûr, tout autour d'elle, une zone d'activité va se développer, le bétonnage va remplacer les terres agricoles du triangle de Gonesse. Il y a donc aujourd'hui en Île-de-France en train de s'installer ce que ceux qui sont à la lutte sur place appellent une zone à défendre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à défendre dans ce triangle de Gonesse, parce que défendre les terres agricoles, c'est défendre la capacité de nourrir les Franciliens à partir d'une agriculture locale, paysanne, biologique. Clémentine le disait dans l'extrait vidéo que nous avons passé tout à l'heure, ce qui est consommé en Île-de-France n'est produit qu'à hauteur de 2% dans notre région. Et nous avons besoin d'inverser cette logique qui consiste à importer d'ailleurs dans le pays, d'ailleurs en Europe, d'ailleurs dans le monde, ce que nous consommons pour relocaliser notre agriculture. Défendre les terres agricoles du triangle de Gonesse, c'est aussi mieux anticiper les conséquences du réchauffement climatique, parce que, on le sait, les canicules, les vagues de chaleur vont se multiplier, et ces terres agricoles qui sont très particulières, elles jouent un rôle d'îlot de fraîcheur. Elles sont très particulières, elles sont uniques en France, en Europe.
on faisait il y a quelques jours le tour du propriétaire de ce triangle de Gonesse et j'apprenais à cette occasion que c'est là-bas 6 mètres d'épaisseur de terre végétale. C'est un sol exceptionnel qui a des qualités remarquables, parmi les plus fertiles d'Europe, et c'est ça donc qu'il s'agit de défendre. Défendre les terres agricoles de Gonesse, c'est enfin défendre le projet Karma, qui est un projet alternatif qui permettrait de développer une économie circulaire autour d'une agriculture biologique respectueuse de l'environnement, de développer des circuits courts, de développer de la formation, de développer de l'emploi. Et la région Île-de-France, elle a les moyens de défendre les terres agricoles du triangle de Gonesse, de défendre les terres agricoles en Île-de-France, parce qu'elle a des outils fonciers, parce qu'elle a des compétences de planification en matière d'aménagement. Elle pourrait donc sanctuariser ces terres qui sont un bien commun des Franciliens, tout en répondant aux besoins des habitants de l'Île-de-France, à leurs besoins en transport du quotidien. Et je pense en particulier aux Valdoisiens qui ont besoin de voir développer les liaisons transversales, parce qu'aujourd'hui, pour se rendre de l'Est à l'Ouest du département, bien souvent, il faut repasser par Paris. Il y a des propositions de tracés alternatifs pour cette ligne 17 et pour construire des gares là où les gens vivent, par exemple à proximité de l'hôpital de Gonesse et non pas en plein champ comme c'est le projet aujourd'hui. Pour terminer, puisque Valérie Pécresse a appelé il y a 2 jours à démanteler cette ZAD qui s'installe, moi je vous invite au contraire à vous y rendre, à aller prêter main forte à ceux qui donc depuis une dizaine de jours occupent le triangle de Gonesse. Merci Paul. Clémentine, je t'en prie. Ce sont des sujets très important. Donc chacune et chacun aura compris qu'il y a un lobby pour la ligne du RER B ici, très important, puisque entre Philippe et Charlotte qui m'avoisine et moi, et encore vous voyez pas Didier Mignot qui est juste en face de moi derrière, qui est l'ancien maire du Blanc-Ménil, les conseils régional, qui est aussi très investi dans la bataille pour le RER B. Donc c'est clair que nous avons là de quoi défendre, mais pas simplement cette ligne. C'est-à-dire que dans ce combat qu'on a mené, qu'on continue de mener pour le RER B, ce qu'on raconte, c'est qu'il faut défendre les transports du quotidien. Et défendre les transports du quotidien, ça suppose d'être aussi vigilant aux salariés, parce que le mouvement de privatisation et en effet ce que tu disais sur cette idée folle de Pécresse, de vouloir augmenter le temps de travail des chauffeurs de bus pour le même tarif, évidemment, tout ça ne va pas, ne va absolument pas. Donc non à la privatisation, non à des projets fous comme le Charles de Gaulle Express, et oui au transport du quotidien sur l'ensemble du territoire francilien, avec cette nécessité aussi de bien relier les banlieues entre elles, parce que ça fait partie des problèmes qui sont les plus difficiles dans notre région. C'est qu'on voit bien qu'il y a des lieux où c'est très, très difficile de venir. Quant aux luttes qu'on mène, avec Philippe très, très souvent, communiste, insoumis, beaucoup d'autres, on se retrouve dans ces batailles et ça a du sens par rapport à ce qu'on veut faire demain à la tête de la région. Je pense que c'est là aussi qu'on puise notre énergie, la vision que nous avons du développement de la région, donc c'est très important. Et évidemment que le triangle de Gonesse est de ce point de vue fondateur, parce que c'est le signe aussi qu'on peut avoir des grands projets utiles. On n'est pas obligé d'avoir toujours des grands projets inutiles. Et le projet Karma, que je défends depuis le début, c'est une lutte que j'ai suivie au tout début, où c'était un tout petit nombre de citoyens, un peu comme à Notre-Dame-des-Landes d'ailleurs, qui ont travaillé, planché, puis fait grandir, etc. Ça fait des années qu'on est dessus. Et moi, le projet Karma, je trouve ça extraordinaire, parce que c'est une logique d'économie circulaire qui nous sort des grands complexes commerciaux. Et je pense que nous avons besoin, singulièrement en Île-de-France, de penser des projets utiles à la population et qui ne sont pas que rivés vers les intérêts marchands, vers les intérêts des grands groupes. Un dernier mot sur le logement, mais je fais très très vite, parce que c'est crucial le logement. Et là, nous reprenons, je l'ai dit, la proposition qui a été portée tout au long de la mandature par les élus du Front de gauche, de développer 1 milliard sur la prochaine mandature d'investissement pour relancer la production de logements. Je veux dire, 3 fois moins de production de logements sous l'ère Pécresse, c'est dramatique. C'est absolument dramatique. Et donc, nous nous engageons fermement, fortement, pour relancer la construction de logements sociaux en disant là aussi, attention. Attention à cette idée, logement social égale pauvre, égale délinquance, égale misère, égale problème. Ça, c'est plus possible. Donc, nous disons, logement social égale mieux vivre, égale réponse à tous ceux qui n'ont pas de logement, et égale une région populaire, et c'est celle-là qu'on aime et c'est celle-là qu'on veut. Merci Clémentine. Alors tout de suite, on va passer à la dernière partie de notre émission de ce soir qui consiste à déconfiner la démocratie.
La campagne, elle se fera et elle sera belle. Pour cela, nous avons besoin de déconfiner, nous avons besoin de débattre, nous avons besoin de convaincre nos citoyens. Et nous mènerons campagne. Bien sûr, nous la mènerons sur les réseaux sociaux, mais nous la mènerons aussi sur le terrain, dans les villes, dans les quartiers et dans la campagne aussi, puisque c'est là d'où je viens. Et ensemble, nous connaissons le défi en fait, majeur de cette élection. Nous savons qu'il est très facile de se résigner et de ne pas aller voter. Mais nous combattrons cela justement, parce que nous savons qu'il faudra aller convaincre tous les jours. Parce que tous les jours, des décisions sont prises qui concernent notre quotidien, votre quotidien. Tous les jours, des décisions sont prises et tous les jours, des mauvaises décisions sont prises. Alors nous leur dirons qu'avec nous, les inégalités, elles seront combattues. On mettra le plus de moyens là où il y a le plus de besoins. Et on arrêtera avec des subventions qui ne répondent qu'à du clientélisme, qui ne sont là que pour donner des subventions aux associations anti-IVG, aux associations homophobes, aux associations cultuelles, ou même aussi à cette association dont je ne me souviens plus le nom, mais qui prévoit un encadrement militarisé des jeunes. Non, cette fois-ci, ça suffit. Pour mener campagne, on le fera partout, et nous comptons pour cela sur nos forces militantes. Et je vais appeler de l'aide tout de suite avec Paul, qui va venir expliquer avec moi les outils que nous mettons en place pour cette campagne et tout le programme. Mais oui, Julie, on va vous présenter ce soir, vous allez la découvrir, notre plateforme d'organisation de notre campagne. Ça va, Julie, un peu être notre QG en ligne, au fond, cette plateforme. C'est ça, tout à fait. Alors déjà, vous pouvez la retrouver tout de suite. Vous faites Clémentine Autain-IDF et vous allez ouvrir, voilà. Donc on le voit en image, mais là, derrière votre écran, vous pouvez tout de suite, vous aussi, le découvrir, ce nouveau site. clémentine-autain-idf.fr. Et première chose qu'on va faire ensemble, puisque ça y est, la plateforme est lancée, d'abord, inscrivons-nous sur la plateforme. Vous allez tout de suite, en vous connectant, trouver un formulaire qui vous permet très vite, en remplissant quelques informations, de pouvoir ensuite recevoir notre newsletter, de recevoir les actualités de la campagne. Mais vous allez voir que cette plateforme, elle va nous permettre de faire bien plus que ça. Elle va nous permettre de mener campagne ensemble. Oui, tout à fait. Et vous avez pour ça plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez retrouver les groupes de travail. Alors, les groupes de travail... Des groupes thématiques oui. Qui vont nous permettre de creuser notre programme. On a besoin de le travailler ensemble, ce programme. On a besoin de préciser nos propositions, de les affiner. Et il y a 9 groupes de travail que vous pouvez, dès ce soir, rejoindre. Un groupe sur l'éducation, sujet qui m'intéresse. Un groupe sur l'environnement, sur la culture, sur le féminisme, sur la jeunesse. Un groupe santé sociale, sur le développement économique, sur, bref, les grandes compétences, le logement, les grandes compétences de la région. Et donc, si on a des idées, on n'a qu'à y aller, on peut les mettre, on peut participer, parce que cette campagne, bien évidemment, on va la faire ensemble. C'est évident. Et aussi, on peut militer, parce que je crois qu'il y a des petites nouveautés qui viennent de sortir. Oui, ce soir, vous pouvez découvrir sur notre site, et on a ici avec nous le premier track de la campagne, l'affiche de campagne, et on vous propose... Dans cette période compliquée, entre confinement, peut-être en couvre-feu, peut-être confinement demain, mais nous pouvons agir, militer, et nous vous proposons dès ce week-end, les 13 et 14 février, de passer à l'action grâce à ce matériel qui est donc dès maintenant disponible. Et donc, ça va lancer en fait le premier temps de la campagne. C'est-à-dire que ce premier temps, d'abord, ça va être l'enjeu de faire découvrir notre candidate, bien évidemment, mais aussi tous les axes de notre campagne. Le deuxième temps, on ira un petit peu plus dans le détail. On fera une émission pour détailler notre programme et surtout le chiffrer, pour montrer que, bien évidemment, dès juillet, on est capable de prendre la région en main. Et puis le troisième temps, ça sera la dernière ligne droite, ça sera là où on jettera toutes nos forces dans la campagne. Ça sera notamment juste avant le 13 et 20 juin, donc dès le mois de mai. On comptera également sur vous tous et toutes pour mener cette campagne jusqu'au bout. Oui, et puis on vous demande donc, dernière petite chose ce soir, de nous aider sur les réseaux sociaux, de suivre Clémentine Autain sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur son canal Telegram qu'elle vient de lancer. Clémentine a lancé ça il y a quelques jours. Et puis aussi de suivre nos comptes sur Twitter, sur Facebook, nos comptes de campagne, Pouvoir vivre en Ile-de-France, que vous allez donc retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà donc pour cet outil de campagne. Vous avez sans doute des questions. On a voulu que cette soirée soit aussi une soirée interactive. Vous avez pu nous les poser depuis le début de cette émission sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des journalistes qui sont avec nous et qui suivent notre direct, qui sans doute ont des questions.
Eh bien, Julie, je te laisse la main. Quelle est la première question? Alors, j'ai une première question de Mehdi. 54% d'abstention en 2015. Quelles actions comptez-vous prendre pour retisser le lien citoyen? Alors, Clémentine, vas-y, je te laisse l'honneur. Est-ce que tu veux répondre à Mehdi? Oui, d'abord c'est une question tout à fait fondamentale qui concerne les élections régionales, mais qui concerne au fond toutes les élections, puisqu'on sait que depuis maintenant un certain nombre d'années, à chaque élection, on a une augmentation de la part de l'abstention. Donc c'est un problème structurel et qui, à mon sens, renvoie d'abord à ce que peut faire la politique. C'est-à-dire que quand on a eu autant de gouvernements qui ont déçu, qui ont fait des promesses, qui n'ont pas amélioré les conditions de vie, eh bien, je pense qu'au bout d'un moment, il y a une usure à l'égard de la politique et le sentiment que la politique ne peut pas, ne peut plus. Et donc notre responsabilité, c'est de redonner goût à la politique et du sens au vote. Et ça, c'est un gros travail, on s'y engage, c'est un rapport de confiance aussi qu'on a à nouer à nouveau, mais c'est aussi ce qu'on raconte. Je pense qu'il faut tirer les conséquences des échecs des politiques globalement qui ont été menées, et notamment toutes celles qui se sont engluées dans des logiques néolibérales, qui ont pensé que le laisser-faire des marchés financiers, que le privé pouvait régler tout. Eh bien non, on voit bien qu'on va dans le mur avec ça. On voit aussi qu'on a un problème démocratique profond dans le système institutionnel, et on ne le réglera pas complètement à la région, mais nous sommes porteurs, notre famille politique grande qui est là, aussi de changements très profonds dans le rapport à la démocratie pour redonner de la confiance. Je dis re, mais en fait le mot re déjà il n'est pas terrible. Il faut donner de la confiance, il faut donner du pouvoir. Souvent on dit redonner du pouvoir. Non, je pense qu'il faut aller bien au-delà. Il faut donner du pouvoir à celles et ceux qui aujourd'hui se sentent totalement en dehors des décisions qui sont prises. Donc c'est un chantier qui est un chantier immense, mais dans l'élection régionale, notre responsabilité, c'est de vous donner envie d'aller voter et de faire aussi de la place dans nos structures de campagne pour que vous ne soyez pas simplement des spectateurs ou des colleurs d'affiches, mais des personnes qui participiez à l'élaboration du programme et à la dynamique que nous construisons. Alors j'ai une autre question aussi d'Antoinette. Alors peut-être que Christophe ou Céline voudraient y répondre. Parlez-nous du projet EuropaCity qui prévoyait de foutre en l'air des terres cultivables pour y mettre des centres commerciaux genre Amazon. Parler de la gare du Nord. Donc EuropaCity, bien évidemment, qui est un projet qui est heureusement abandonné. Voilà, c'est une lutte qui a été menée, comme Paul l'a rappelé, depuis très longtemps en fait, pour protéger ces terres, faire en sorte de lutter contre la bétonisation sur un projet qui était pharaonique d'un autre temps, un projet qui est complètement à contresens en fait des urgences climatiques et environnementales. Donc c'est un projet aujourd'hui qui est abandonné, et pour autant le triangle de Gonesse doit rester une des vraies préoccupations pour les années à venir, parce que ce qu'on arrivera à construire en termes d'aménagement du territoire sur ce triangle donnera à voir finalement notre ambition politique sur l'aménagement du territoire sur l'ensemble de l'Île-de-France. Il y a le triangle de Gonesse, il y a aussi la question du plateau de Saclay. Voilà. Est-ce que le plateau de Saclay doit continuer à être un déversoir d'aide publique à des grandes entreprises, à des groupes de recherche, sans aucune préoccupation sur l'aménagement de ce territoire, sur sa desserte, mais aussi sur la protection d'autres terres agricoles qui sont sur le plateau de Saclay? Et puis après, en termes d'aménagement du territoire, il y a aussi la question de la gare du Nord. Voilà, qui aujourd'hui, est-ce qu'on laisse aussi Auchan mettre la main sur une gare qui doit rester une gare pour les usagers du quotidien, ou est-ce que ça doit être transformé en centre commercial? Pour nous, bien évidemment, il faut que ça reste une gare pour les usagers du quotidien, et ça va être aussi un des combats qu'on va porter pendant cette élection régionale. Merci Céline. Et puis dernière question de Robert. En Île-de-France, plus qu'ailleurs, ne faut-il pas avoir une priorité pour le logement social? Et oui, le logement, ça participe à la vie, et on voit que le logement social, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une surmortalité en Seine-Saint-Denis, c'est la surpopulation des logements. Voilà. Et on sait ces choses-là depuis très longtemps. Le département de la Seine-Saint-Denis et les quartiers du nord de Paris sont des quartiers où il y a encore de la tuberculose. Et la tuberculose, ça se transmet quand on est nombreux, c'est une maladie de la pauvreté, et quand on vit les uns sur les autres, eh bien effectivement, c'est mauvais pour la santé. Donc voilà, donc le logement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut aborder la question de la santé en lien avec l'écologie, le bien vivre.
C'est ça qui est important. Et donc, pour pouvoir être en bonne santé, il faut pouvoir avoir des conditions de vie qui soient bonnes. Et le logement fait partie de ces conditions de vie. Il y a ça, et il y a aussi, nous, ce qu'on constate, c'est que la diminution du temps de travail, mais avec l'éloignement du lieu de résidence, du lieu de travail, ça épuise les organismes. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, tu le disais, Clémentine, un certain nombre quasiment la moitié des franciliens souhaiteraient changer de région. En fait, ils souhaiteraient améliorer leur mode de vie. Et le fait que les emplois soient loin des lieux de résidence aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et c'est aussi un problème de santé publique, mais santé publique au sens large du terme, c'est pouvoir bien vivre en Île-de-France. Merci Christophe. Bon, là, on arrive déjà sur la fin de notre émission et je vais laisser le mot de la fin pour notre tête de liste. Qui refuse, car c'est un mot du début. Je suis désolée. Ah non, je refuse. C'est un mot du début parce que c'est un lancement de campagne. Et donc, ce soir, je pense qu'on a donné à voir ce qu'était une équipe. Il y a la candidature de la chef de file de cette élection régionale, mais les régionales, c'est un scrutin de liste, c'est une équipe, ce sont des équipes, c'est de la diversité politique aussi que nous incarnons, tout en ayant de la cohérence. Je pense que cette cohérence est apparue très fortement ce soir. Donc le mot du début, c'est de dire c'est parti, on y va, et on a besoin de toutes les énergies pour être le plus haut possible et pour réussir le rassemblement de second tour qui nous permettra de gagner, de l'emporter en juin prochain, je l'espère, et j'y crois. Merci. On se met comme ça, allez on y va. On fait une photo de famille, c'est bien.